Reprise du débat. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous discutons du projet de loi C-27 après son étude par le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord. Ce projet de loi-là vise, d'après le gouvernement, à améliorer la transparence financière des Premières Nations. Je pense que je vais laisser de côté l'ironie de la situation de voir le gouvernement parler de transparence financière. Je pense que tout le monde a conscience du grotesque de la situation sans même commenter. Ce projet de loi est donc censé accroître la transparence financière des Premières Nations en rendant obligatoire la préparation et la divulgation de leurs états financiers et notamment les détails des rémunérations annuelles payées par la Première Nation et par toute entité contrôlée par la Première Nation à son chef et à chacun de ses conseillers dans le cadre de leurs activités professionnelles et personnelles. En plus de l'obligation de déclarer les salaires des chefs et des conseillers de bande, il rend obligatoire la divulgation de rapports de vérification complets et la publication de ces documents sur le site Web de la Première Nation pendant 10 ans. Il y a beaucoup de points dans ce projet de loi que l'on considère comme problématiques de ce côté de la Chambre et je pense que les collègues avant moi en ont fait un très bon résumé. C'est pour ça que je vais plutôt me concentrer sur l'aspect qui n'a pas trait non au contenu de ce projet de loi, mais au fardeau administratif qu'il représente pour beaucoup de communautés de Premières Nations. Premièrement, les conseils de bande fournissent déjà des états financiers annuels vérifiés, faisant partie des ententes avec le gouvernement. Qu'est-ce que le présent projet de loi veut faire en plus de ça? C'est rendre tout ça encore un peu plus compliqué. Selon les chiffres de la vérificatrice générale dans son rapport de 2006, en moyenne, une Première Nation doit produire 200 rapports par année. 200 rapports par année quand certaines communautés ont des populations avoisinant 1000 personnes, même moins que 1000 personnes, 800, 700 personnes. Déjà, en partant, quand on considère ça, il y a déjà, ça peut faire sourciller quelqu'un. Donc, s'il n'y a pas encore assez de transparence, alors qu'on fait rédiger en moyenne 2 rapports par semaine aux communautés des Premières Nations, j'oserais suggérer au gouvernement qu'il faudrait peut-être repenser le système dans son ensemble. Ce serait plus utile et plus efficace que de rajouter un autre rapport par-dessus tout ça. J'ai regardé le discours de présentation de la députée de Saskatoon, Rose Stone-Biggar, qui avait présenté la version précédente de ce projet de loi lors de la dernière législature. Elle dit: les communautés déploient de très grands efforts pour que l'information soit communiquée aux membres de leur collectivité. Elles l'affichent sur les sites Internet de la collectivité, elles l'incluent dans des dépliants d'informations postés à tous les ménages et l'affichent aussi dans leur bureau. Donc, la députée est en train de nous dire que les chefs et les conseils de bande ont tout à fait conscience de l'importance de la transparence vis-à-vis des membres de leur communauté et que d'ailleurs, ils font déjà très bien sans qu'on ait besoin de leur rappeler avec un projet de loi humiliant et contraignant. Plusieurs témoins, dont John Paul, membre de la Première Nation Member 2, venu témoigner au comité, nous a également confirmé ça. Il a dit « La transparence et la divulgation de renseignements sont très importantes aux yeux de nos dirigeants. Depuis des décennies, nous divulguons intégralement les résultats de notre vérification comptable et nous avons récemment commencé à mettre sur notre site Internet les renseignements complets sur la rémunération de tous les membres du Conseil. » Juste un petit aparté. Qu'est-ce qu'on fait avec les communautés qui, comme dans mon coin, n'ont pas accès à Internet chez eux? Donc, on oblige à divulguer pendant 10 ans sur le site Web de la communauté quand il n'y a même pas accès à Internet dans cette communauté-là. Ça, c'est une autre question que je me pose en même temps. Je n'ai pas la réponse, mais bon. What do we learn? Que nous apprend mon collègue conservateur qui a déposé ce projet de loi-ci au cours de la dernière législative? Que les chefs et les représentants élus des Premières Nations reconnaissent l'importance de veiller à ce que les actions et les décisions des représentants élus soient visibles pour tous, pour l'ensemble de la communauté. Ils reconnaissent que leurs citoyens ont tous le droit fondamental de savoir comment leur argent est dépensé. En fait, plusieurs Premières Nations font tout en leur possible pour que ces renseignements soient mis à la disposition des membres de leur communauté. Alors pourquoi aurait-on besoin de ce projet de loi inutile et humiliant?
Ce projet de loi tire son origine d'hypothèses racistes selon lesquelles toutes les Premières Nations sont soit corrompues ou incompétentes, et je rejette ces deux hypothèses. Nous devons y mettre fin. Les conseils de bande rendent déjà des comptes au gouvernement et ils communiquent bien aussi l'information avec leurs membres. Là, je me pose alors une question. Pourquoi on est en train de discuter de ce projet de loi? Parce que quelqu'un au gouvernement a décidé qu'un 201e rapport annuel, ce serait amusant? Dans le rapport de la vérificatrice générale de 2006, il était dit que 96 des Premières Nations présentent leurs 200 rapports annuels à temps, sans aucun problème. Ils ne donnent lieu à aucun commentaire ni critique. Tout est beau. Seulement 1,7 ont été mis en tutelle par le gouvernement pour des problèmes de gestion financière. Est-ce qu'on parle d'un problème de manque de transparence chronique de la part des Premières Nations? Non, bien au contraire. We can see if we look at number and statistics. Si nous regardons les chiffres et les statistiques que nous voyons, qu'il n'y a pas de problème de transparence financière chez les Premières Nations. 96% de toutes les Premières Nations présentent leur vérification dans les délais, sans commentaire ni critique de la part du vérificateur. L'absence de transparence est tellement minime que on se demande même pourquoi nous discutons de ce projet de loi. Pour la plupart même pas utilisés par les organisations fédérales, gâche du temps au Conseil des Premières Nations qui pourrait servir de ce temps pour répondre aux besoins de leur population. Pourtant, aujourd'hui, on est en train de débattre sur l'utilité d'un 201e rapport annuel pour nos communautés. L'Abitibi-Témiscamingue compte 5 communautés autochtones de la nation algonquine, dont certaines sont considérées comme des modèles de saine gestion et des exemples à suivre en matière de développement. Je peux vous citer en exemple la bande des Abitibi-Winni de la réserve de Picogan près d'Amos. Le chef Kistabiche et le conseil travaillent très fort pour assurer la prospérité et la pérennité de leur communauté. Ils ont d'ailleurs récemment signé une entente historique avec leurs voisins et une minière. Les Abitibi-Winni cheminent en travaillant de concert avec les acteurs de développement régional. Pour en venir à ça, il a fallu des années et des années d'apprentissage à se faire confiance mutuellement. Maintenant, le gouvernement cherche à attiser la méfiance et l'incompréhension. Nos communautés algonquines de l'Abitibi-Témiscamingue n'ont rien à gagner d'une telle loi. Encore quelques exemples. Le village Eagle de la nation Anishinaabe. Son chef, Madeleine Paul, et son conseil de bande ont travaillé très fort pour assurer la santé et la recherche de la collectivité pour les futures générations. Et elle a tenir compte des possibilités de terres rares et du danger que le lac Kippawa soit pollué. Si la mine n'est pas exploitée de manière correcte. La transparence financière des Premières Nations n'est pas à remettre en cause dans l'immense majorité des cas. La plupart ont conscience de la nécessité de transparence et le font déjà. Enfin, j'aimerais, comme la plupart de mes collègues qui ont pris la parole, souligner un point qui nous choque profondément: l'absence de consultation avec les Premières Nations pour ce projet de loi. Pour conclure, et en lien avec ce dernier point, mon discours, j'aimerais citer l'article 4 de la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones. Les peuples autochtones, dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, ont le droit d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes pour ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes. Et j'aimerais rappeler à tous mes honorables collègues qu'il valerait vraiment la peine d'aller visiter les communautés des Premières Nations pour se rendre compte à quel point ils sont transparents financièrement, à quel point on peut être fier de la gestion qui se fait dans ces communautés-là, et aussi à quel point les membres de la collectivité sont intéressés à savoir ce qui se passe. Il y a énormément de ces gens-là qui se rendent dans les réunions du conseil de bande pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe à leur argent, et si on fait le comparatif avec la participation au niveau des conseils de ville qu'on a dans nos villages, dans nos communautés non autochtones, je pense qu'on peut être fiers de nos
communautés autochtones, les gens sont intéressés à savoir ce qu'ils font avec leur argent et les dirigeants de ces conseils-là le font avec diligence, donnent les renseignements complets et c'est totalement inutile de leur imposer un 201e rapport annuel alors qu'ils font déjà tout en leur mesure. Merci, Monsieur le Président. Bravo. Question et commentaire, l'honorable député de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis très heureux de poser une question à ma collègue. Vous savez, les conservateurs, je la félicite pour son discours d'ailleurs, les conservateurs parlent souvent de paperasse, ou comme on dit en anglais, red tape. Ils se disent, faut éliminer ça, c'est pas bon, on doit le plus possible éliminer la red tape, la paperasserie, disons. Et quand vient le temps d'agir, ils font exactement le contraire. On a parlé de C-377 pour les syndicats, on leur demande de faire encore plus de paperasse. On parle des Autochtones, on leur demande de faire encore plus de paperasse. Alors, est-ce que peut commenter ce double discours des conservateurs? Quand vient le temps d'agir, on fait exactement le contraire. On demande aux communautés de faire plus de papier, de paperasse, de red tape, comme on dit en anglais. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Je remercie mon collègue de Sherbrooke pour cette question. En effet, les communautés ont énormément de comptes à rendre. Si je compare une municipalité, par exemple, de 800 habitants, comme j'ai dans ma communauté, dans ma circonscription, versus une communauté autochtone, c'est vraiment incroyable tout ce qu'on leur demande de produire comme rapport, alors que souvent, ils vivent dans la pauvreté, ils ont des conditions difficiles et on leur demande de multiplier la paperasserie. Je pense qu'il y a des moyens de s'assurer de la transparence financière des communautés des Premières Nations sans leur demander de faire plus de rapports annuels. Et je pense que déjà, si les membres du gouvernement fédéral se déplaçaient dans les communautés pour aller voir sur place qu'est-ce que ça a l'air, ils seraient capables de s'en rendre compte. Déjà, quand on va dans les communautés, qu'on prend le temps de se déplacer, qu'on voit l'argent qui est investi, les réparations qui ont été faites, on est capable de se rendre compte si une communauté gère bien son argent. On n'a peut-être pas besoin d'autant de rapports qu'on prend la peine d'aller les rencontrer puis qu'on prend la peine d'aller leur parler. Questions and comments? Question, observation, l'honorable député de Palliser. Merci, Monsieur le Président. Et merci à l'honorable député pour son discours. Elle a dit que elle demande comment les Premières Nations qui n'ont pas de site web vont pouvoir mettre en ligne l'information financière telle que prévue dans cette loi. Eh bien, ce projet de loi parle de la publication de données financières qui sont déjà fournies. Ce n'est pas un fardeau trop lourd. On leur demande pas de déplacer des maisons, mais simplement de servir d'un clavier. C'est assez simple. Et afficher des documents sur les sites web ne sont pas suffisants. Si quelqu'un demande l'information, les Premières Nations peuvent faire payer le prix des photocopies. Ce que notre honorable député a mentionné, c'est plusieurs petites choses qui ne pèsent pas très lourd et qui n'empêche pas le transfert de l'information du Conseil à la bande. Et c'est de cela qu'il s'agit dans ce projet de loi, c'est-à-dire de faire en sorte que les membres de la bande soient bien informés. Comme je l'ai indiqué dans mon discours, les chefs et les conseils de banque transmettent déjà l'information financière aux membres de leur communauté. Donc, les membres de la communauté ont déjà accès à cette information-là. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, si, par exemple, on décide de mettre sur Internet toutes les données financières qui sont en lien, par exemple, avec les contrats qu'on passe avec les industries minières, comme par exemple, dans mon comté, il y a des chefs de banque qui sont actuellement en train de négocier avec des géants miniers pour des mines qui veulent s'établir sur leurs territoires ancestraux. Si ces renseignements-là sont publiés sur Internet, ça veut dire que à chaque fois que les mines, que
ces personnes-là vont négocier, vont essayer d'obtenir un bon contrat pour leurs membres, bien, il va tout le temps avoir quelqu'un pour dire, oui, mais cette Première Nation-là, eux autres, regardez sur Internet, c'est écrit, c'est indiqué, ils sont contentés de ça. Fait que maintenant, prenez ça et fermez-vous là, c'est bien bon ce qu'on vous propose. Non, ça marche pas comme ça. Lorsqu'on parle de négocier avec des géants, je pense qu'il faut être raisonnable et dans aucune autre communauté, autre que les Premières Nations, on obligerait les gens à dévoiler qu'est-ce qu'ils ont négocié dans leurs ententes avec des géants. On demande à des gens qui vivent dans des communautés de 800 personnes, qui ont des diplômes universitaires de base, et même pas, parfois même pas de diplôme universitaire, de négocier avec des géants, et après ça, on leur demande de publier sur Internet ce qu'ils négocient. C'est totalement inacceptable et on le ferait même pas pour aucune autre communauté au Canada. Resuming debate. Reprise du débat.